M? Ce n'était pas une crise, c'était une cassure douce comme un miroir qui se fêle lentement. Elle a fermé les yeux, elle a écouté. Il n'y avait pas de musique, pas de voix, juste les battements de son cœur. Un cœur qui ne battait plus pour les honneurs ni les projets, mais seulement pour survivre au prochain souffle. Elle aurait voulu qu'on vienne, pas pour lui parler, pas pour l'occuper, juste pour tenir sa main, rien d'autre, pas même un mot. Elle se fichait des fleurs, des lettres, des journalistes qui un jour écriraient mais elle s'est éteinte paisiblement. Ce ne serait pas vrai. Elle ne s'éteindrait pas paisiblement. Elle partirait avec des questions dans les yeux. Elle s'est levée, lentement. Chaque geste était une bataille. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle a regardé dehors. Tout semblait normal. Les arbres, le ciel, les gens. Elle s'est dit que le monde tournait sans elle depuis longtemps déjà. Et alors, une autre larme, plus chaude, plus libre. Une larme de fatigue, une larme de faim. Elle ne voulait pas mourir, pas encore, pas comme ça. Elle ne voulait pas disparaître dans le silence. Elle voulait qu'on sache, qu'on entende enfin la voix de la femme derrière la figure publique. Elle voulait qu'on sache qu'elle avait eu peur et que c'était normal. Elle ne se souvenait plus de l'heure. À vrai dire, elle ne cherchait plus à savoir. Depuis quelque temps, les jours s'étiraient comme des draps, trop larges, sans forme, sans bord. Le matin se confondait avec le soir, et parfois elle se demandait si elle avait dormi ou simplement fermé les yeux. Dans cette lenteur, elle sentait que quelque chose approchait. Pas une mort brutale, non. Plutôt une marée lente qui montait autour d'elle, qui gagnait chaque partie de son être et qu'elle ne pouvait plus repousser. Assise dans ce fauteuil qu'elle avait choisi il y a des années, elle fixait un coin du mur, un endroit banal. Mais c'était là qu'elle projetait ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle revoyait son enfance en Corrèze, sa mère, discrète, presque éteinte, son père, médecin, distant, inflexible. Elle n'avait pas grandi dans l'affection. Elle avait appris très tôt à cacher ses émotions, à tenir son dos droit, à taire ses besoins. C'était une éducation sévère, mais ça l'avait rendue solide. Et puis, il y avait eu Jacques. Elle se rappelait encore la première fois qu'elle l'avait vu. La façon qu'il avait de rire, de parler fort, de remplir l'espace. Elle, si mesurée, s'était laissée attirer par cette énergie qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle enviait. Ils s'étaient mariés. Elle avait mis de côté ses rêves personnels, parce que c'était ce qu'on faisait. Une femme, à cette époque, suivait. Mais maintenant, en regardant le vide, elle se demandait ce qu'aurait été sa vie sans lui. Non pas pour l'accuser. Elle ne regrettait pas leur histoire. Elle regrettait seulement de s'être effacée si souvent, d'avoir été la femme d'eux, et trop rarement simplement Bernadette. Dans ces derniers jours, ce n'étaient pas les décisions politiques qu'elle revoyait, ni les dîners d'État, ce n'étaient pas les caméras, ni les grandes réceptions. C'étaient les choses simples qu'elle n'avait pas vécues. Un dîner tranquille sans planning, une promenade sans service de sécurité, un éclat de rire sans réfléchir à l'image. Elle avait toujours été consciente d'elle-même, comme si elle devait jouer un rôle en permanence. Et puis, il y avait les blessures profondes, celle de Laurence, bien sûr, une douleur plantée si fort dans sa chair qu'aucune année ne l'avait vraiment atténuée. La perte d'un enfant ne guérit jamais. Elle se déplace, elle se déguise, elle se range dans un tiroir qu'on n'ouvre pas, sauf parfois, comme aujourd'hui, quand tout menace de s'éteindre. Elle avait peur de partir avec cette douleur toujours là. Elle avait peur que la mort ne soit pas un soulagement, mais un poids qu'elle emporte avec elle. Elle avait peur aussi pour Claude. Claude qui, malgré tout, était resté. Elle ne l'avait pas toujours comprise. Et pourtant, elle l'aimait. Mais comme souvent dans sa vie, elle ne l'avait pas dit. Pas comme il fallait. Pas assez fort. C'est dans ce silence, dans cet entre-deux-mondes, que Bernadette sentait qu'il lui restait une chose à faire. Pas une action, pas un mot, mais une réconciliation. Avec elle-même, avec cette femme qui toute sa vie avait voulu être parfaite, qui avait voulu tout contrôler,
et qui maintenant, pour la première fois, devait apprendre à lâcher prise. Elle s'est levée. Elle a marché lentement jusqu'à la bibliothèque. Elle a sorti un vieux carnet, un de ceux qu'elle gardait toujours près d'elle, mais qu'elle n'écrivait jamais. Elle a pris un stylo. Ses mains tremblaient. Et pourtant, elle a écrit. Pas une lettre, pas un testament, juste un mot. Une seule phrase que personne ne lirait peut-être jamais. J'ai essayé d'être forte, mais je suis aussi humaine. Et dans ce geste fragile, il y avait une vérité plus grande que tous les discours. C'était une cassure douce, comme un miroir qui se fêle lentement. Elle a fermé les yeux, elle a écouté. Il n'y avait pas de musique, pas de voix, juste les battements de son cœur. Un cœur qui ne battait plus pour les honneurs, ni les projets, mais seulement pour survivre au prochain souffle. Elle aurait voulu qu'on vienne, pas pour lui parler, pas pour l'occuper, juste pour tenir sa main, rien d'autre, pas même un mot. Elle se fichait des fleurs, des lettres, des journalistes qui un jour écriraient « mais elle s'est éteinte paisiblement ». Ce ne serait pas vrai. Elle ne s'éteindrait pas paisiblement. Elle partirait avec des questions dans les yeux. Elle s'est levée, lentement. Chaque geste était une bataille. Elle a sa marché jusqu'à la fenêtre. Elle a chaud regardé dehors. Tout semblait normal. Les arbres, le ciel, les gens. Elle s'est dit que le monde tournait sans elle depuis longtemps déjà. Et alors, une autre larme, plus chaude, plus libre. Une larme de fatigue, une larme de faim. Elle ne voulait pas mourir, pas encore, pas comme ça. Elle ne voulait pas disparaître dans le silence. Elle voulait qu'on sache, qu'on entende enfin la voix de la femme derrière la figure publique. Elle voulait qu'on sache qu'elle avait eu peur et que c'était normal. Elle ne se souvenait plus de l'heure. À vrai dire, elle ne cherchait plus à savoir. Depuis quelque temps, les jours s'étiraient comme des draps, trop larges, sans forme, sans bord. Le matin se confondait avec le soir, et parfois elle se demandait si elle avait dormi ou simplement fermé les yeux. Dans cette lenteur, elle sentait que quelque chose approchait. Pas une mort brutale, non. Plutôt une marée lente qui montait autour d'elle, qui gagnait chaque partie de son être et qu'elle ne pouvait plus repousser. Assise dans ce fauteuil qu'elle avait choisi il y a des années, elle fixait un coin du mur, un endroit banal, mais c'était là qu'elle projetait ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle revoyait son enfance en Corrèze, sa mère, discrète, presque éteinte, son père, médecin, distant, inflexible. Elle n'avait pas grandi dans l'affection. Elle avait appris très tôt à cacher ses émotions, à tenir son dos droit, à taire ses besoins. C'était une éducation sévère, mais ça l'avait rendue solide. Et puis, il y avait eu Jacques. Elle se rappelait encore la première fois qu'elle l'avait vu. La façon qu'il avait de rire, de parler fort, de remplir l'espace. Elle, si mesurée, s'était laissée attirer par cette énergie qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle enviait. Ils s'étaient mariés. Elle avait mis de côté ses rêves personnels, parce que c'était ce qu'on faisait. Une femme, à cette époque, suivait. Mais maintenant, en regardant le vide, elle se demandait ce qu'aurait été sa vie sans lui. Non pas pour l'accuser. Elle ne regrettait pas leur histoire. Elle regrettait seulement de s'être effacée si souvent, d'avoir été la femme d'eux, et trop rarement simplement Bernadette. Dans ces derniers jours, ce n'étaient pas les décisions politiques qu'elle revoyait, ni les dîners d'État, ce n'étaient pas les caméras, ni les grandes réceptions. C'étaient les choses simples qu'elle n'avait pas vécues. Un dîner tranquille sans planning, une promenade sans service de sécurité, un éclat de rire sans réfléchir à l'image. Elle avait toujours été consciente d'elle-même, comme si elle devait jouer un rôle en permanence. Et puis, il y avait les blessures profondes, celle de Laurence, bien sûr, une douleur plantée si fort dans sa chair qu'aucune année ne l'avait vraiment atténuée. La perte d'un enfant ne guérit jamais. Elle se déplace, elle se déguise, elle se range dans un tiroir qu'on n'ouvre pas, sauf parfois, comme aujourd'hui, quand tout menace de s'éteindre. Elle avait peur de partir avec cette douleur toujours là. Elle avait peur que la mort ne soit pas un soulagement, mais un poids qu'elle emporte avec elle. Elle avait peur aussi pour Claude.
Claude qui, malgré tout, était resté. Elle ne l'avait pas toujours comprise. Et pourtant, elle l'aimait. Mais comme souvent dans sa vie, elle ne l'avait pas dit. Pas comme il fallait. Pas assez fort. C'est dans ce silence, dans cet entre-deux-mondes, que Bernadette sentait qu'il lui restait une chose à faire. Pas une action, pas un mot, mais une réconciliation. Avec elle-même, avec cette femme qui, toute sa vie, avait voulu être parfaite, qui avait voulu tout contrôler, et qui maintenant, pour la première fois, devait apprendre à lâcher prise. Elle s'est levée. Elle a marché lentement jusqu'à la bibliothèque. Elle a sorti un vieux carnet, un de ceux qu'elle gardait toujours près d'elle, mais qu'elle n'écrivait jamais. Elle a pris un stylo. Ses mains tremblaient. Et pourtant, elle a écrit. Pas une lettre, pas un testament, juste un mot. Une seule phrase que personne ne lirait peut-être jamais. J'ai essayé d'être forte, mais je suis aussi humaine. Et dans ce geste fragile, il y avait une vérité plus grande que tous les discours. Était sa dernière confession, non pas au monde, à elle-même. Il y avait cette maison en Corrèze, si tranquille, si isolée, que même le vent semblait respecter son silence. C'est là que Bernadette aimait revenir, quand la ville, le pouvoir et les regards devenaient trop lourds. C'est là aussi que tout avait commencé, bien avant Paris, bien avant l'Élysée. La famille, pour elle, n'était jamais un concept simple. Elle n'était pas née dans le chaos, non, mais dans une structure rigide, presque militaire. Son père était chirurgien, autoritaire, droit, peu enclin aux tendresses inutiles. Il voulait que ses filles soient fortes, éduquées, irréprochables. Sa mère, quant à elle, se tenait à l'écart, dans une discrétion à peine audible, une femme douce mais lointaine. Bernadette a grandi avec l'idée qu'on n'attendait pas d'elle de l'émotion, mais du résultat. Quand elle épousa Jacques Chirac, elle ne savait pas encore qu'elle entrait dans une autre forme de famille. Plus grande, plus visible, mais tout aussi silencieuse, tout aussi enfermée dans les rôles. Jacques était déjà une force, charismatique, vibrant, aimant les gens, le bruit, les foules. Elle l'aimait, c'est sûr. Mais vivre avec lui, c'était aussi vivre avec son absence. Il n'était jamais vraiment là. Même quand il était dans la pièce, son esprit était ailleurs. Dans ses discours, ses rendez-vous, sa prochaine conquête politique ou personnelle. Ils eurent 2 filles, Laurence d'abord, une enfant calme, douce, d'une intelligence vive mais fragile. Puis Claude, plus fougueuse, plus indépendante. Bernadette les a aimés comme elle a pu, comme on lui avait appris. Pas en les étouffant, pas en s'effondrant dans les émotions, mais en tenant bon, en étant là, toujours, même quand tout se brisait. Laurence est tombée malade très jeune. L'anorexie, ce mot étrange, flou, mal compris à l'époque. Bernadette s'est battue pour elle, mais en silence. Elle n'a pas pleuré en public, elle n'a pas crié à l'injustice. Elle est restée droite, comme on l'avait élevée. Mais à l'intérieur, elle se consumait. Et puis un jour, Laurence n'a plus tenu. La douleur de cette perte n'a jamais quitté Bernadette. Elle l'a rangée dans une boîte invisible qu'elle portait partout, même dans les dîners d'État. Elle souriait, elle posait pour les photos, et dans son ventre, il y avait un vide qui faisait mal à chaque pas. Claude, elle, était un autre mystère, plus dur, plus libre, plus rebelle. Elle voulait s'émanciper du nom, de l'image, de tout ce que ses parents représentaient. Il y a eu des tensions, des éloignements, mais aussi une forme d'admiration mutuelle, silencieuse. Bernadette ne savait pas toujours comment lui parler. Claude, de son côté, ne savait pas toujours comment la comprendre. Mais elles étaient liées, d'un lien indestructible, forgé dans la douleur partagée. Et puis il y avait les absents, ceux qu'on ne nommait pas, les histoires d'infidélité de Jacques, les humiliations muettes. Bernadette savait tout, ou presque. Elle n'était pas naïve, mais elle avait décidé de tenir bon, pour l'image, pour la famille, pour elle-même aussi, parce qu'on ne quitte pas ce genre d'homme, parce qu'elle ne voulait pas devenir une victime. Elle préférait rester une présence, même discrète, même blessée.
Aujourd'hui, à 92 ans, quand elle repense à sa famille, ce ne sont pas les photos officielles qui lui viennent. Ce sont des bruits, une voix d'enfant, un rire au loin, une odeur de savon, un morceau de piano joué par Laurence, qu'elle n'a plus entendu depuis des décennies, mais qui revient parfois comme un écho. La famille de Bernadette n'a jamais été simple, mais elle a été profonde, marquée de silence lourd, de douleurs tenaces, de fidélité rugueuse. Elle ne dirait jamais qu'elle a tout réussi. Elle dirait qu'elle a fait ce qu'elle a pu, avec ce qu'on lui a donné, et ce qu'elle était capable de ressentir. Bernadette n'a jamais beaucoup parlé de ses grands-parents, mais ils ont été, malgré tout, une présence discrète dans son histoire. Du côté paternel, son grand-père était un homme sévère, un ancien militaire qui avait connu la guerre. Il portait en lui des blessures invisibles, une sorte de gravité tranquille. Bernadette l'avait peu côtoyé, mais elle sentait, en regardant d'anciennes photos en noir et blanc, cette force un peu rugueuse qui coulait dans ses veines. Du côté maternel, c'était tout autre chose. Sa grand-mère maternelle, une femme douce et chaleureuse, venait d'une famille modeste du Limousin. Elle racontait à Bernadette, dans ses rares visites, des histoires simples de la campagne, de la nature, des saisons qui passent. Ces récits sont devenus pour elle une sorte de refuge, un cocon où elle pouvait rêver d'une autre vie, plus libre, plus légère. La famille sous élargie était faite de ces contradictions, entre discipline et douceur, entre silence et récits partagés au coin du feu. Bernadette a appris très tôt que chaque membre portait sa propre histoire, souvent cachée, jamais racontée. Cette mosaïque d'ombres et de lumière a forgé en elle un besoin de comprendre, même si elle savait que certaines blessures ne se refermeraient jamais. Quand elle est devenue mère, elle a essayé de transmettre autre chose à ses filles. Pas seulement la rigueur ou la dignité, mais aussi la capacité à ressentir sans honte, à exprimer sans crainte. Ce fut un combat de chaque jour. Claude, avec son tempérament de feu, et Laurence, avec sa sensibilité extrême, étaient des miroirs dans lesquels Bernadette se voyait parfois, et parfois non. Mais la famille Chirac, c'était aussi une famille politique, une famille qui vivait sous le regard permanent de la presse, des adversaires, des partisans. Chaque dispute, chaque joie, chaque peine était soumise à un prisme déformant. Bernadette a souvent rêvé d'une journée où elle pourrait simplement être maman, sans que personne ne l'épie, où ses filles pourraient grandir, sans les jugements du monde. La disparition de Laurence fut un séisme. Bernadette s'est alors enfermée dans une douleur muette. Claude est devenue sa complice silencieuse, la seule à qui elle pouvait parfois se confier, sans peur d'être jugée. Leur relation, parfois tendue, est devenue un pilier essentiel dans ces années de deuil et de reconstruction. Bernadette a redécouvert la force des racines. Elle a renoué avec des membres éloignés de la famille, des cousins, des oncles, qui lui ont offert une présence discrète mais précieuse. Elle a compris que la famille ne se résume pas à un nom, à une lignée prestigieuse, mais qu'elle est faite aussi de liens invisibles, d'amitiés choisies, de gestes simples. Elle a aussi découvert la tendresse chez ses petites filles, la nouvelle génération qui portait en elle l'espoir et la promesse d'un futur différent. Avec elle, Bernadette a retrouvé un éclat de vie, une curiosité, une douceur qu'elle croyait avoir perdue. Mais la famille Chirac, c'est aussi une histoire d'ombre et de lumière, de secrets bien gardés. Bernadette a toujours su que certaines vérités pouvaient détruire ce fragile équilibre. Elle a choisi de protéger ses proches, de taire les blessures les plus profondes, parce que pour elle, la famille, c'est avant tout un sanctuaire. Bernadette Chirac ne s'est jamais définie par ce qu'elle possédait. Pourtant, derrière la discrétion, derrière les apparences modestes, se cache un univers de richesses et d'héritages complexes, mêlant biens matériels, souvenirs et valeurs familiales transmises à travers les décennies. Quand on pense à elle, on imagine surtout la femme d'État, la première dame,
celle qui accompagnait Jacques Chirac dans les plus grandes cérémonies, qui défendait les causes sociales avec passion. Mais la réalité de son patrimoine, c'est bien plus qu'un simple compte en banque ou une maison cossue. C'est un puzzle de souvenirs, d'objets chargés d'histoire, de lieux qui ont marqué sa vie et celle de sa famille. Prenons par exemple la maison familiale en Corrèze, cette terre qu'elle n'a jamais vraiment quittée dans son cœur. C'est là, dans ce coin discret de la France rurale, que repose une partie importante de son héritage. Une bâtisse ancienne, entourée de champs et de forêts, où Bernadette a passé ses jeunes années, où elle a appris la valeur du travail, de la patience, de la simplicité. Cette maison n'a pas seulement une valeur immobilière, elle est le témoin muet de générations passées, des rires d'enfants, des secrets échangés au coin du feu. Mais la vie parisienne a aussi laissé ses traces. Un appartement élégant dans le 16e arrondissement, qui fut leur refuge entre deux mandats, entre deux voyages diplomatiques, un lieu où l'on peut encore sentir le parfum discret de Bernadette, où chaque meuble, chaque tableau raconte